Épisode 3. L'enquête qui a choqué tout un pays, Müge Anlı et la famille Palu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur ma chaîne. Dans ma précédente vidéo, j'ai exploré le personnage sombre et diabolique d'Adnan Oktar, en révélant les aspects troublants de l'exploitation religieuse et des activités criminelles organisées au sein de sa secte. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau en Turquie pour vous présenter un personnage à l'opposé d'Adnan Oktar, quelqu'un qui combat activement ses crimes. Mais avant de démarrer, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok, Spotify. N'hésitez pas à liker, partager ou à commenter si vous avez aimé. Dans cette vidéo, je prononcerai les noms et prénoms dans leur langue d'origine, c'est-à-dire en turc. Vous trouverez toutes les sources utilisées dans la description de la vidéo. Kayıpları bulan, faili meçhulleri gün yüzüne çıkartan, başarısı reytinglerle kanıtlanan Müge Anlı. Figure emblématique connue pour son flair inégalé pour résoudre les mystères les plus complexes, véritable légende de la résolution d'affaires criminelles et de personnes disparues en Turquie, du petit écran au cœur de millions de téléspectateurs, Müge Anlı incarne la détermination et l'intelligence dans sa quête incessante de vérité. Préparez-vous à plonger dans le dossier le plus troublant que la journaliste d'investigation la plus connue de Turquie a eu à résoudre de toute sa carrière. Palu ailesi davası. Palu ailesi diyeceğim. Palu ailesi. Palu ailesiyle ilgili. Palu ailesi. L'histoire de la famille Palu est l'histoire d'une tragédie familiale dans laquelle se déroulent toutes sortes d'événements horribles et malsains, et toutes sortes de crimes imaginables et inimaginables. Dès que Müge Anlı ouvrira le dossier, le pays assistera aux révélations les plus sordides jamais entendues à la télévision turque. Et ce qui devait être une simple recherche de personnes disparues deviendra l'enquête la plus effroyable que la journaliste ait eu à résoudre. La famille Palu deviendra pendant des mois la famille la plus visionnée et recherchée sur Internet de l'année 2019 en Turquie. Nous allons aborder des sujets délicats tels que la disparition, le meurtre, la torture, le charlatanisme, l'inceste, les abus et enfin l'aliénation. Je vous informe que certains contenus de cette vidéo pourraient être troublants pour certains spectateurs. Pour les autres, prenez place confortablement car nous allons explorer une autre facette sombre de la réalité. Mais d'abord, commençons par le commencement. Qui est Müge Anlı? Née à Istanbul en 1973, Müge Anlı est une journaliste d'investigation et présentatrice au sein de son programme appelé Müge Anlı ile Tatlı Sert qu'elle anime depuis 2008. Diffusée en direct tous les matins, elle y traite des dossiers criminels et des disparitions en tout genre. Tous les jours défilent dans l'émission des personnes de tous bords souhaitant alerter une disparition, rapporter des faits étranges ou bien retrouver une connaissance perdue de vue. Pour vous aider à mieux comprendre son travail, je me dois de vous expliquer en quelques lignes le concept d'enquête télévisée en Turquie. Les enquêtes criminelles télévisées sont relativement courantes en Turquie pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, l'intérêt du public pour les affaires criminelles. Comme dans de nombreux autres pays, il existe un intérêt considérable du public pour les affaires criminelles en Turquie. Les émissions de télévision qui présentent des enquêtes criminelles attirent souvent de larges audiences. Raison numéro 2, la sensibilisation du public et contribution potentielle à la résolution des cas. Ces émissions peuvent contribuer à sensibiliser le public aux problèmes de criminalité et à encourager la participation du public à la résolution des cas. Parfois, les téléspectateurs fournissent des informations précieuses qui peuvent aider la police à résoudre les affaires. Raison numéro 3, un moyen de pression sur les autorités. Dans certains cas, ces émissions servent également de moyen de pression sur les autorités pour qu'elles traitent les affaires criminelles de manière plus efficace et transparente. Quatrième et dernière raison, le divertissement et la fascination pour le mystère. Enfin, il y a aussi un aspect de divertissement et de fascination pour le mystère qui attire les téléspectateurs vers ce genre d'émission. Les enquêtes criminelles télévisées peuvent offrir un mélange captivant de suspense, de résolution, de problèmes et de justice. Diffusée pendant 16 ans, c'est-à-dire 16 saisons sans interruption, l'émission de Müge Anlı a jusqu'à présent permis de retrouver 3212 personnes disparues, de résoudre 181 affaires de meurtre et de réunir 930 familles. Ce sont les derniers chiffres recueillis.
Elle est accompagnée dans chacune des émissions de ses fidèles collègues, l'avocat Rahmi Özkan et le docteur en médecine légale Şevki Özen, qui font office de consultants pour aider et guider la journaliste. Selon les estimations du comité de recherche sur l'audience de la télévision turque TİAK, le programme de Müge Anlı est le programme le plus visionné du pays. Il faut comprendre que cette émission est très bien ancrée dans la culture populaire turque. Comme un rendez-vous matinal important, à part les week-ends, Müge Anlı accompagne une grande partie des ménagères turques depuis 18 ans maintenant. Vous prenez n'importe quelle ménagère turque, il y a de grandes chances qu'elle regarde l'émission de façon quotidienne, hommes ou femmes confondus. Et ça ne s'arrête pas à la Turquie. La diaspora turque suit également de près Müge Anlı. Si vous demandez à une ménagère de la diaspora turque en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France, il y a de fortes chances qu'elle regarde également l'émission de Müge Anlı. Des affaires de disparition simples en passant par des affaires criminelles, Müge Anlı ne recule devant rien. Rigoureuse, à l'écoute et méticuleuse, sa politique de travail est à l'origine de nombreuses affaires résolues. Plusieurs fois, elle poussera des criminels aux aveux indirects sur son émission. Faili meçhul olaylarla ilgili susmadık çünkü kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Kayıpları bulduk çünkü gözü yaşlı annelerin, babaların, çocukların, eşlerin gözyaşını dindirmek istedik. Bazen sokak sokak aradık. Sadece vatandaşlarımızı değil, evinden kaçan kedileri, köpekleri, papağanları bulup ailelerine teslim ettik. Birbirinden parçalanmış ailelerin mutluluklarıyla beslendik. Yetinmedik, iyilikte de yarışalım dedik. Mesela yurtlarından kovulmuş, Arakanlı Müslüman kadınların çamurlar içindeki görüntülerine sessiz kalmadık. Onlar için güvenle yaşayabilecekleri bir kasaba inşa ettik. Aşevleri kurduk, ödev evleri açtık. Dışarı çıkamıyorum diyen dostlarımıza tekerlekli sandalyeler hediye ettik. Grâce à son travail remarquable et son éthique irréprochable, Müge Anlı est devenue la journaliste la plus récompensée et la plus respectée du milieu. Elle recevra le prix de la meilleure présentatrice au moins 6 fois et le prix de la meilleure émission au moins 7 fois. Comme précisé plus tôt, de nombreux crimes ont été découverts jusqu'à présent dans son programme diffusé sur les écrans de la chaîne nationale turque ATV. Mais de toutes les enquêtes, celle qui a choqué et secoué le pays est sans aucun doute l'enquête de la famille Palu. Les crimes révélés et exposés à la télévision ont servi de leçon à toute la Turquie. Leur histoire a agi comme un miroir révélateur, mettant en lumière les sombres réalités cachées de certaines pratiques occultes dans le pays. Cette enquête et l'exposition publique de la famille Palu, qui a duré au total 15 jours à la télévision, du 21 décembre 2018 au 9 janvier 2019, a quelque peu déclenché une prise de conscience collective, avec bien évidemment ses limites que nous analyserons également. Je présenterai leur histoire à travers l'angle de l'enquête télévisée de Müge Anlı, et non pas l'enquête judiciaire seulement. C'est pourquoi je vais la raconter à partir du moment où ils participent à l'émission, et j'énumérerai chacune des preuves révélées par ordre chronologique jusqu'à la condamnation de la famille. L'enquête de la famille Palu. Le 21 décembre 2018, une mère du nom d'Ava, accompagnée de ses 2 fils, participe pour la première fois à l'émission de Müge Anlı pour retrouver sa fille Meryem et sa petite-fille Melike disparue depuis 2008. Originaire d'Ordu mais vivant à Kocaeli, la famille Palu est une famille qu'on pourrait qualifier de très confortable par rapport à la moyenne, car la mère Hava a hérité de son père de beaucoup de biens immobiliers. La famille Palu est composée des personnes suivantes. Le couple, Harun et Hava Palu, les 2 garçons Fatih et Issa, qui accompagnent leur mère sur l'émission, leurs 3 filles, Meryem, Emine et Ayşe Melek. Après avoir épousé Ahmet Tarnal, Meryem s'est installée à Istanbul et a eu 2 enfants, Melike et Recep Tayyip. Emine, qui vit à Kocaeli, a épousé Tuncer Ustael et le couple a eu un fils, Enes, et une fille dont on ne connaît pas le nom. Bien que l'histoire fit surface en 2018, le jour où la mère Hava participe à l'émission, en réalité, les faits se sont produits 10 ans en arrière. Meryem a disparu en 2008 et la fille de Meryem, Melike, a disparu en 2009, c'est-à-dire 1 an après sa mère. Meryem avait alors 32 ans lors de sa disparition et sa fille Melike avait 6 ans. Selon les déclarations de la mère Hava à son arrivée sur l'émission, en 2006, Meryem avait quitté son mari Ahmet et son foyer conjugal avec ses enfants pour se réfugier chez ses parents et échapper à la prostitution forcée par son mari.
Cette débâcle entre Ahmed et la belle famille poussera au meurtre d'Ahmed par le père de Meryem, Haroun. Selon les informations recueillies par la journaliste, ce premier meurtre aurait été commis par non pas le père, mais son fils Issa, le frère de Meryem. Le père de Meryem, Haroun, aurait fait de la prison à la place de son fils car il ne souhaitait pas que son fils aille en prison. À la suite de cet événement tragique, Haroun ira en prison et à partir de ce moment, toute la famille commencera à habiter ensemble, la mère, ses fils, ses filles, leurs enfants et son deuxième gendre, Tuncer. À partir de ce moment, les personnes connaissant la famille Palou et le gendre Tuncer ont contacté Müge Anlı en direct pour lui en parler. Les déclarations des voisins qui sont intervenus par téléphone ont créé un effet de choc dans le studio de Müge Anlı. Preuve numéro 1. Les déclarations faites en 2011 retrouvées par Müge Anlı. En 2011, quand le père de Meryem, Haroun, finit sa sentence, il sort de prison et va à la police faire une déclaration pour raconter tout ce qu'il sait sur la disparition de sa fille et de sa petite-fille. Müge Anlı mettra très rapidement la main sur ces déclarations qu'elle lira en direct. Le père a déclaré ceci à la police, je cite « Mon gendre Tuncer a puni Meryem. Il l'a battue et l'a affamée. Meryem a fini par mourir. Ma femme Ava, qui le savait, l'a aidé à l'enterrer à un endroit près de la maison. Quant à Melike, la fille de Meryem qui aurait disparu 1 an après sa mère, mon gendre pensait qu'elle était possédée par le diable et lui a fait boire de l'alcool à brûler pour la déposséder. Puis ils lui ont fait boire du vinaigre par-dessus. Après avoir bu le vinaigre, le bébé de 6 ans s'est mis à écumer de la bouche et à convulser. Sa grand-mère, Hava, l'a enveloppée dans un drap et l'a recouverte d'un linceul. Voici la déclaration du père de Meryem à sa sortie de prison. Sa femme, Hava, ira à la police peu de temps après pour confirmer les déclarations de son mari, affirmant que les morts de sa fille et petite-fille ont bel et bien été commises par leur gendre Tuncer. Un des fils ira également à la police confirmer cette déclaration. Pour rappel, tout ceci se passe en 2011 après que le père soit sorti de prison et qu'il ait voulu établir la vérité. Quand la journaliste lit les déclarations de la mère Hava faites en 2011, qui dit être ici pour retrouver sa fille et sa petite-fille, Hava nie tout en bloc. Elle sort une histoire grotesque disant que la belle famille de Meryem est une mafia qui l'a menacée pour qu'elle accuse son gendre Tuncer. Le fils qui avait également accusé Tuncer en 2011 niera aussi tout ce qu'il a déclaré sur son beau-frère. Étant donné que les personnes accusant Tuncer ont nié toutes leurs déclarations faites en 2011, aucune preuve sera retenue contre le gendre et la police n'arrêtera aucun membre de la famille. Face à cette première contradiction, la journaliste est troublée, mais loin d'être dupe. Elle continue ses recherches et demande à Tuncer et sa femme Emine de participer à l'émission. Deuxième preuve, un appel anonyme. Un appel anonyme qui se révélera être un ancien locataire de la famille Palou déclare en direct que quand il habitait près de chez eux, il aurait vu Meryem être attachée à un arbre toute la journée. Il dira avoir demandé à la famille la raison pour laquelle ils l'ont attachée. La famille lui aurait déclaré que Meryem était punie. Puis il continuera en disant que la famille serait venue lui demander des pelles et qu'environ 1 jour après, elle lui aurait rendu et que les pelles étaient intactes et visiblement nettoyées. Troisième preuve, la disparition d'un enfant près de la mosquée d'Eyüp Sultan à Istanbul. La productrice d'un programme destiné à retrouver des enfants disparus contacte Müge Anlı. Elle affirme qu'en 2008, l'annonce d'un enfant de 4 ans disparu près de la mosquée d'Eyüp Sultan à Istanbul poussera l'équipe de production à contacter les parents. Quand ils contactèrent les parents, qui sont Tuncer et Emine, leur enfant de 4 ans avait entre-temps été retrouvé par la police. Selon le bilan médical, l'enfant retrouvé était dans un état critique. Il était trop atteint psychologiquement et ne pouvait pas parler. Plusieurs traces d'aiguilles sur les cuisses et le ventre ont été retrouvées sur le corps de l'enfant. Nous reviendrons sur ce détail. Un rapport médical de la femme de Tuncer, Emine, aurait également été fait car elle présentait des hématomes sur le visage et d'autres parties de son corps. Le rapport médical confirmera les violences domestiques commises par le mari. La productrice dira que le père, Tuncer, aurait été entendu par les services sociaux et la police, mais que le jour où ils devaient venir témoigner, ils étaient introuvables car ils avaient quitté leur domicile. Après cette déclaration à la télévision, Tuncer sera arrêté et emmené en garde à vue par la police, qui a réouvert l'enquête grâce aux révélations de Müge Anlı. Les témoins, eux, continuent d'appeler la matinale. Quatrième preuve. La mère, Hava, cède ses biens la même année où Meryem disparaît. Selon les informations recueillies par la journaliste, on apprend que Hava, la mère, pendant que son mari était en prison, a cédé 5 de ses biens immobiliers à son gendre Tuncer. À partir du moment où elle cède ses biens, son gendre les vendra et toute la famille commencera à vivre dans une voiture.
Ils vivront comme ça jusqu'à ce qu'ils décident de prendre la route vers leur village d'origine à Khojaly, l'endroit où Meryem et Melike ont disparu. À ce moment précis de l'enquête, les contradictions de la famille Palou sont beaucoup trop nombreuses et petit à petit, les spectateurs réalisent que nous sommes face à une famille dépourvue d'empathie et qui semble être complètement crédule. 5e preuve. Un voisin de la famille Palou. Un voisin appelle l'émission et confirme que la femme de Tuncel est bel et bien une femme battue et que Tuncel a pour habitude de brûler ses mains avec de l'huile chaude. Nous pouvons voir dans cet extrait que les mains d'Emine présentent bel et bien des traces évidentes de torture, qu'elle niera bien sûr. Le témoin affirme également qu'il connaissait bien Melike, la petite fille de 6 ans disparue, et que lui et sa femme voulaient l'adopter car il déclare avoir été témoin de ce que la famille faisait subir à la petite. Il aurait vu Melike avec une pierre attachée autour du ventre, et quand il a demandé à Tuncel la raison pour laquelle il infligeait ça à la petite, il répondait que c'était pour qu'elle ne puisse pas ressentir la faim car elle était punie. Il affirme que la souffrance infligée à la petite fille l'a fait succomber dans les jours qui suivent. Il affirme également avoir vu des aiguilles dans la voiture à Tuncel. Rappelez-vous, des aiguilles avaient été retrouvées sur le fils de 4 ans de Tuncel. Il affirme que la famille Palou affamait la petite et que la femme du témoin donnait à manger à la petite en cachette par la fenêtre. Puis une fois que ce témoin aurait porté plainte à la police, la famille Palou aurait quitté leur domicile. Selon le témoin, chaque membre de la famille, c'est-à-dire la mère, Hava, ses fils, ses filles, tous étaient au courant de ce qu'il se passait et que chacun était victime du gendre. À ce stade de l'enquête, plus les informations pleuvent et s'accumulent, plus les chances de retrouver Meryem et Melike diminuent considérablement. 6e preuve, les clients de Tuncel. Une femme appelle Müge et dit qu'elle connaît très bien Tuncel car c'est un imam, ou plutôt un demi-imam si on traduit littéralement, et qu'il a plus de 100 clients à son actif. Pas besoin de vous expliquer que l'utilisation du terme même demi-imam est une façon de dire qu'il n'a aucune légitimité de faire ce qu'il fait. Selon la témoin, sa spécialité serait les mauvais esprits. Il serait donc un sorcier et il traite ses patients avec des injections et des amulettes. Elle dit avoir été arnaquée par le faux imam Tuncel et plusieurs personnes interviendront pour faire des déclarations très similaires et dire que ce n'est pas du tout une personne fiable. 7e preuve, le fils de Meryem, Recep. Rappelez-vous, Meryem avait 2 enfants, Recep et Melike. Melike qui a disparu 1 an après sa mère quand elle avait 6 ans. Recep, l'aîné, qui avait environ 9 ans lors de la disparition de sa mère et sa petite sœur, participera à l'émission sans montrer son visage. Après 2 tentatives de fugue en 2008, Recep sera recueilli à la 3e fois et sera placé sous protection par les services sociaux. Il dira s'être échappé par la fenêtre. Il aurait essayé de prendre sa petite sœur Melike avec lui, mais il n'avait pas assez de force pour la faire passer par la fenêtre. Quand il réussit à s'échapper, il marcha jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quelqu'un qui le trouvera par terre le confiera aux forces de l'ordre. Il dira que Tuncel le privait de manger, lui et tous les enfants de la maison sans distinction. Bien sûr, Emine, la femme de Tuncel, et la grand-mère, Hava, nieront tout du début à la fin et diront qu'il n'a pas tenté de fuguer, mais qu'il a été kidnappé par la mafia des organes. 8e preuve, le codétenu d'Issa. On apprendra durant l'enquête que Tuncel et Issa ont fait un passage en prison pour avoir agressé une femme âgée dans le but de la convaincre de céder sa maison. La femme viendra témoigner sur le plateau pour donner tous les détails. Elle dira que la mère, Hava, et sa 3e fille, Achemelek, ont accompagné Tuncel et Issa lors de l'agression et qu'ils ont tenté de la tuer mais qu'ils n'ont pas réussi. Ils iront en prison pendant une courte période. Durant l'arrestation d'Issa, la police trouvera dans ses poches les cartes de crédit de sa sœur disparue Meryem. Par ailleurs, Müge mettra la main sur les opérations bancaires et administratives que Meryem aurait fait avant de disparaître. Avant de disparaître, Meryem a transféré toutes ses économies et indemnités salariales à sa mère. Elle a par ailleurs pris un crédit à la banque et donné toutes les procurations nécessaires à sa mère encore. Étrange pour une mère qui dit rechercher sa fille, n'est-ce pas ? Mais revenons à notre prochain témoin. Un codétenu d'Issa appellera Müge et dira que durant son passage en prison, Issa a révélé que Tuncel, son beau-frère, a la capacité de manipuler qui il veut avec l'utilisation des écrits religieux et d'avoir une emprise sur n'importe qui. Issa niera avoir dit ça. Et à ce stade de l'enquête, la journaliste commence à y voir clair. Elle reprend l'histoire et les événements depuis le début et voilà ce qu'elle en déduit.
Le gendre Tuncer s'est présenté à la famille Palou comme un sorcier. Seul le père, Haroun et le mari de Meryem, Ahmed, ne le croient pas. Tuncer, qui veut éliminer Ahmed, prend sous son influence le frère de sa femme Issa et le fait tuer. Le père Haroun ne veut pas que son fils aille en prison et va en prison à la place de son fils. À la mort d'Ahmed, Meryem et ses 2 enfants, Recep et Melike, commencent à vivre avec sa famille et son beau-frère. Tuncer torture tous ceux qui vivent dans la maison. Ses enfants, les enfants de Meryem, sa femme et probablement la 3e fille d'Ava, Aïché Melek. 9e preuve, les rapports médicaux des enfants disparus. Müge Anlı réussit à mettre la main sur les rapports médicaux détaillés des enfants disparus. Rappelez-vous, l'enfant de 4 ans de Tuncer avait disparu près de la mosquée bleue avant que la police le retrouve. Et Recep, le fils de Meryem, avait réussi à s'échapper de la famille au bout de la 3e fois. Selon les rapports médicaux obtenus par la journaliste, Enes, le fils de Tuncer, Recep et Melike, les 2 enfants de Meryem, ont tous subi des agressions sexuelles de la part de Tuncer. On a retrouvé sur le corps des 2 garçons de multiples traces d'aiguilles, d'injections sur les hanches, le ventre, les poignets. Les aiguilles se seraient cassées et les bouts restants ont créé des abcès sur les corps des garçons, sans compter les hématomes et les traces de torture. Selon le rapport de Recep, il dit avoir été agressé sexuellement par Tuncer et son oncle Issa. Ces déclarations de crimes pédophiles choqueront tout le pays. Mais les corps de Meryem et Melike sont toujours portés disparus. Les voisins et les proches ont tout raconté, Recep a clarifié les événements, mais la famille ne peut pas avouer à cause de la pression de Tuncer. Tuncer a réussi à avoir une telle emprise sur eux qu'aucun des membres de la famille Palou ne l'accusera. Et je parle de la grand-mère, la tante, les oncles, bref, toute une famille complètement déshumanisée face à l'horreur de la torture que Meryem et les enfants Palou ont subie sous leurs yeux. Ils n'ont pas peur d'inventer des histoires grotesques mêlant la mafia des organes pour dédouaner et blanchir le beau-frère Tuncer. Mais la vérité est que Tuncer les a manipulés avec la peur de la sorcellerie et la peur des autres. L'aliénation de cette famille est si puissante qu'à aucun moment ils condamneront Tuncer. Tuncer a abusé sexuellement de ses propres enfants, de sa belle-sœur Meryem et des enfants de Meryem. Il a violé Melike, âgé de 6 ans, et l'a tué en lui faisant boire de l'alcool à brûler. Issa, qui est le bras droit de Tuncer, participera également à ces agressions sexuelles. Dans une lettre qu'Issa a écrite durant son passage en prison, il déclare que sa mère aurait eu des relations avec son gendre Tuncer et son fils Issa, c'est-à-dire lui-même. Il ajoutera qu'elle se prostituait car il aurait vu des femmes entrer et sortir en pleine nuit dans la maison, sous-entendant qu'Ava, sa mère, serait lesbienne. Selon une hypothèse, Tuncer aurait tué Meryem de peur qu'elle ne tombe enceinte de lui. Même si c'est probable, nous avons la preuve que tout l'argent de Meryem a été liquidé par sa famille avant de disparaître. Son meurtre a donc été anticipé. Bien sûr, je vous épargne tous les détails bizarres et sombres de l'enquête. La journaliste conclura que la famille Palou a participé à l'émission dans le but de disculper leur gendre des accusations portées contre lui. À aucun moment lors de l'émission, la mère Hava ne manifestera de l'empathie, de la tristesse ou du choc concernant les tortures infligées à ses filles et petits-enfants, tout comme ses fils et sa fille. Tous exprimeront une aliénation alimentée par la peur que Tuncer a instillée en eux à travers la religion et la sorcellerie. Le 3 et 9 janvier 2019. Pendant ce temps, Tuncer, qui est accusé de tous les côtés, tente le tout pour s'en sortir. Le 3 janvier, il fera la déclaration la plus bouleversante de l'enquête. Il déclare en direct connaître l'emplacement des corps enterrés de Meryem et Melike, car il dit avoir entendu la mère Hava en discuter avec ses complices. Pour la journaliste Müge Anlı, il n'y a pas d'autre issue. Elle est déterminée à retrouver Meryem et Melike, même si c'est leur cadavre. Nous avons sur le plateau une famille qui dit vouloir les retrouver, mais sont contradictoires et faussent l'enquête depuis le début. Pour elle, le seul moyen de découvrir la vérité est d'aller dans le sens des suspects, c'est-à-dire leur donner le plus possible d'espace pour qu'ils s'expriment et donnent les détails concernant les disparitions. Le 9 janvier, les équipes du bureau des homicides de la police de Kocaeli qui a débuté les recherches dès le 3 janvier ont retrouvé des fragments d'os appartenant à Meryem. Tuncer, Issa, Hava, Emine et Fatih seront tous arrêtés le même jour.
La cour d'assises de Kocaeli a condamné Tuncel Ustael à la réclusion à perpétuité aggravée pour le délit de meurtre barbare et d'autres charges telles que la torture, la privation de liberté, l'escroquerie, etc. Le tribunal a condamné Hawa Palu, Aïché Palu et Issa Palu à 14 ans et 2 mois d'emprisonnement chacun. Emine, la femme à Tuncel, écopera de 12 ans et demi d'emprisonnement. Fatih Palu, qui était âgé de moins de 18 ans à la date des faits, a été condamné à 8 ans et 4 mois de prison. Analyse de la famille Palu. Bien que cette famille soit un cas indépendant et extrême en soi, les schémas destructeurs causés par le manque d'éducation et l'abus des émotions vulnérables des gens ne sont pas inhabituels en Turquie. Dans son livre La banalité du mal, la philosophe Hannah Arendt explore la corruption et la décadence morale, s'appuyant sur le procès d'Adolf Eichmann, un responsable de la Shoah. Elle interprète ce concept comme étant l'irréflexion, c'est-à-dire le manque de pensée. Lors du procès, Eichmann a demandé l'amnistie en affirmant qu'il n'était que l'exécuteur des ordres donnés pendant la guerre, déclinant ainsi toute responsabilité. Cette déclaration montre comment l'infraction est souvent rationalisée pour se décharger de toute culpabilité en la mettant sur autrui. Cette perspective d'Hannah Arendt est pertinente dans l'analyse de l'affaire de la famille Palu, où l'idée que les délits commis étaient simplement le résultat de l'obéissance à des ordres, déchargeant ainsi la responsabilité de ceux qui ont donné ces ordres. La famille Palu était ensemble pendant tous les événements et les infractions qu'elle a commises, s'entraidant et agissant de manière collective. Ce comportement collectif fait penser à la notion de gang. Malcolm Klein définit un gang comme un groupe orienté vers la criminalité et qui y participe. Selon lui, c'est l'existence d'un ennemi commun qui crée le sentiment d'appartenance et qui unit les membres d'un gang. Les membres se rapprochent les uns des autres à travers les problèmes qu'ils rencontrent et les luttes qu'ils mènent. Au fil du temps, ils se forgent ainsi leurs propres normes et règles morales. En termes d'orientation et de participation à la criminalité, on peut dire que la famille Palu agit comme un gang. Le sentiment d'appartenance qui naît de la lutte contre un ennemi commun est également la raison pour laquelle la famille Palu se réfère souvent aux vrais coupables comme ses ennemis. Les pressions psychologiques exercées par Tuncel sur la famille et son rôle de chef de gang sont des facteurs qui maintiennent l'unité familiale et la transforment en une organisation semblable à un gang. En effet, pendant l'incarcération du père Harun Palu, Tuncel a pris en charge la famille et s'est imposé comme son protecteur, assumant ainsi le rôle de chef de famille ou de gang. Les pratiques de Tuncel, telles que la déformation des normes religieuses et sociales et la contrainte à participer à des actes criminels, ont contribué à maintenir la famille unie, même lorsque ses biens ont été saisis et qu'elle a été impliquée dans des meurtres. De plus, la croyance en une sorte de pouvoir magique ou maudit de la famille, qui ne peut être sauvée que par l'intervention du gendre qui est également un demi-imam, a profondément influencé cette famille religieuse mais peu instruite. Il faut souligner que la participation à ce crime n'est pas due à la mise en œuvre d'ordres religieux, mais au fait que les membres de la famille pensaient que leur gendre, en qui ils avaient une grande confiance, était un imam qualifié qui pouvait les protéger des mauvais sorts, et ils se sont adaptés à lui. Afin de fidéliser la famille, Tuncel a utilisé la peur de la sorcellerie. S'il y a bien un phénomène que cette enquête a mis en avant, c'est le phénomène des faux imams dits sorciers. La croyance aux esprits et à la sorcellerie est très répandue en Turquie, car l'islam occupe une place très importante et par conséquent les esprits aussi. Selon une étude faite à ce sujet, plus une personne a un niveau de connaissance religieuse élevé, moins elle est susceptible de fréquenter des sorciers ou avoir recours aux pratiques occultes. La journaliste qui a souvent affaire à ce genre de dossier est la première à s'en plaindre. Dernièrement, j'aimerais m'attarder sur l'univers des émissions de télé-réalité criminelle et plus précisément en Turquie. Le concept de télé-réalité criminelle remonte aux années 80 à la télévision américaine quand des émissions telles que Unsolved Mysteries et America's Most Wanted ont commencé à prendre de l'ampleur. Ces émissions ont marqué un tournant en mettant en lumière des récits criminels réels tels que des meurtres non résolus et des fugitifs recherchés, tout en utilisant des éléments de reconstitution dramatique pour captiver l'audience. Leur succès a conduit à une prolifération des programmes similaires, suscitant un vif intérêt pour les histoires de crimes réels à la télévision. En France, un exemple de ces émissions serait Fait entrer l'accusé, mais sans l'aspect de télé-réalité que nous analysons ici. En Turquie, dans les années 90, l'avènement des nouvelles chaînes privées a entraîné une diversification des formats télévisuels, y compris la télé-réalité. Les émissions de télé-réalité ont apporté des innovations telles que des enregistrements directs, les caméras cachées et les interviews avec des témoins clés, contribuant ainsi à dynamiser le paysage médiatique turc. Un format transitoire combinant actualité et télé-réalité est également apparu, diffusant des affaires policières et judiciaires en direct, mais avec une approche plus divertissante que journalistique.
Avec le temps, ces émissions ont évolué et commencé à combiner des éléments de réalité et de fiction, puis d'information et de divertissement pour créer des programmes attrayants pour le public, avec une mise en scène ou avec la musique par exemple. Müge Anlı ile Tatlı Sert est une émission qui a marqué le paysage médiatique turc en combinant information et divertissement, c'est-à-dire l'infodivertissement. Et la famille Pallu est un exemple saisissant de cette psychose publique télévisée. Cette affaire a captivé l'audience turque et a incité le bureau du procureur général de Kocaeli à ouvrir une enquête. Avec la participation des membres de la famille Pallu et des commentaires d'experts, l'émission a exploré les aspects troublants de cette affaire, mêlant information et divertissement de manière très palpitante. Vous ne trouverez aucune autre émission dans ce genre car Müge Anlı ile Tatlı Sert a trouvé son propre format unique dans le paysage télévisuel turc. Les chercheurs décrivent cette émission comme étant une émission hybride qui combine des éléments de programmes criminels, d'émissions judiciaires et de talk-show. En plus de tout ça, l'affaire de la famille Pallu est un exemple parfait pour examiner l'hybridité de cette émission, car l'affaire comprend plusieurs types d'activités criminelles, allant du meurtre et de la personne disparue à la fraude et au vol. Ce qui permet à Müge Anlı ile Tatlı Sert d'offrir au public à la fois de l'information et du divertissement sans les codes journalistiques nécessaires. En fin de compte, cette histoire est un aspect fascinant de la manière dont les émissions de télévision turques ont adapté et transformé les formats mondiaux pour créer quelque chose de distinctement local. Le classement et l'audience de Müge Anlı ile Tatlı Sert pendant l'affaire de la famille Pallu ont montré que cette affaire a fait de cette émission l'un des programmes les plus regardés de la télévision turque au cours de cette période. Avec la participation du principal suspect, Tuncer Ustael à l'émission, l'audience a commencé à augmenter de jour en jour. Le site web d'un quotidien très connu, haberturk.com, a déclaré que l'émission de la famille Pallu avait suscité une prise de conscience dans tout le pays. D'ailleurs, un réalisateur turc nommé Emin Alper a révélé que son prochain projet serait un film d'horreur basé sur l'affaire de la famille Pallu. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous voulez que j'aborde un autre sujet. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, très bonne soirée.